Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Chapitre 1, l'ombre de la rumeur. Profitez de l'histoire. Les talons de Serafina Oren claquaient sur les pavés de Cobalt Cove, le son ricochant entre les devantures au ton pastel. Malgré la chaude lumière de juin, les passants s'engouffraient dans les embrasures de portes ou traversaient précipitamment la rue à son approche. Une mère attira brusquement son enfant curieux contre elle, chuchotant des avertissements urgents au passage de Serafina. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Jadis, elle était l'enfant chéri de Cobalt Cove, une étudiante en arts brillante, fiancée au bien-aimé futur médecin de la ville, leur avenir tracé dans la lumière et les promesses. C'était avant l'accident. Avant que la voiture d'Elias ne plonge dans le vide au virage de Serpent S-Bend alors qu'ils se précipitaient à leur mariage, son corps brisé sur les rochers en contrebas tandis qu'elle attendait à l'hôtel, drapée de dentelles blanches et de perles. 5 ans s'étaient écoulés, et pourtant les murmures la suivaient comme des ombres. Voilà la veuve de la nuit. Elle n'a même pas eu le temps de dire oui avant de le tuer, disait-il. L'ami de mon cousin lui a touché l'épaule au marché et s'est cassé le bras le lendemain. Serafina poussa la porte de son petit atelier de poterie, qui surplombait le Pacifique tumultueux. Ici, au moins, elle trouvait du répit. L'argile ne jugeait pas. L'argile n'avait pas peur. Sous ses doigts experts, la terre glaise se transformait, passant d'une masse informe à des objets de toute beauté, c'était la seule magie qu'elle possédait, en dépit de ce que croyaient les habitants. « Vous êtes maudite, Serafina Oren », avait chuchoté le prêtre de la ville aux funérailles d'Elias, le regard plat et accusateur. Dieu vous a marqué. Elle n'avait même pas pris la peine d'argumenter. Quelle défense pouvait-elle offrir alors que le jour de ses noces s'était achevé par la descente du cercueil de son fiancé dans la terre printanière? La clochette au-dessus de la porte tinta, la faisant sursauter. Rares étaient ceux qui osaient pénétrer dans son domaine. J'ai apporté le déjeuner, lança Lila, sa seule amie restante, en posant un sac en papier sur la table de travail, évitant soigneusement l'argile humide. Et avant que tu ne dises que tu n'as pas faim, je m'en fiche. Tu manges. Serafina essuya ses mains sur son tablier, y laissant des empreintes fantomatiques. J'ai mangé un toast ce matin. Un toast n'est pas un déjeuner, répliqua Lila en déballant des plats au curry parfumé. De plus, j'ai des nouvelles. Serafina se tendit. À Cobalt Cove, les nouvelles lui étaient rarement favorables. Je t'ai trouvé un rendez-vous. Absolument pas. Serafina se retourna vers son tour. Avec Noah Calder. Le nom resta suspendu dans l'air comme une volute de fumée. Même isolée comme elle l'était, Serafina le reconnut. Noah Calder, le prodige de l'architecture dont les conceptions modernes transformaient le littoral, dont le visage ornait les magazines d'affaires et les listes d'invités des galas de charité. Ton cerveau a-t-il court-circuité? Les hommes comme lui ne sortent pas avec des femmes comme moi, dit Serafina. Lila croisa les bras. Des femmes comme toi? Tu veux dire des femmes intelligentes, talentueuses et belles qui ont survécu à une perte insupportable? Des femmes que la ville entière croit maudites, contra Serafina en claquant l'argile sur le tour. Des femmes dont le toucher est censé apporter la mort. Noah Calder ne vit pas à Cobalt Cove. Il ne croit pas aux malédictions, dit Lila. Serafina laissa échapper un rire amer. Alors il est singulièrement naïf. Il se fait aussi crucifier dans la presse, ajouta Lila doucement. Son ex-femme le détruit publiquement, affirmant qu'il n'est pas un homme à part entière parce qu'il ne peut prétendument pas avoir d'enfant, et qu'il le lui a caché jusqu'après le mariage. Les mains de Serafina s'immobilisèrent sur l'argile. C'est cruel. Les gens sont cruels, dit Lila, le regard s'adoucissant. Il a besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'être défini par les mensonges des autres. Et toi, tu as besoin de quelqu'un qui ne changera pas de trottoir à ton approche. Demain soir, restaurant Horizon, 19h. Je n'irai pas, alors je t'y traînerai moi-même, dit Lila en se dirigeant vers la porte. Porte la robe bleu nuit. À l'autre bout de la ville, dans un bureau aux parois de verre surplombant la baie, Noah Calder fixait des plans architecturaux sans les voir. Les gros titres du matin brûlaient encore dans son esprit, le scandale de la stérilité de Calder. Son ex-femme révèle qu'il ne peut donner à une femme ce dont elle a besoin. Sa mâchoire se crispa douloureusement. Vanessa avait pris leur consultation médicale privée, peu concluante au demeurant, pour les transformer en divertissement public.
3 ans de mariage lui avaient appris sa capacité à la cruauté, mais ceci dépassait même ses attentes. Tu dois répondre, Noah, dit Theo Vance, son associé, en faisant les 100 pas dans le bureau. Les investisseurs deviennent nerveux. La perception compte. Je ne discuterai pas de mes capacités reproductives dans la presse, répondit Noah, sa voix portant la pointe de rage contenue qui était devenue sa signature depuis le début du divorce. Ma vie privée n'a rien à voir avec le succès de cette entreprise. Ce ne devrait pas être le cas. Mais ça l'est, dit Theo en jetant le journal sur le bureau immaculé de Noah. Le père de Vanessa siège au conseil de la Fondation Legacy. Il reconsidère le financement du projet du port. Les doigts de Noah se resserrèrent autour de son stylo. La revitalisation du port signifiait tout. Des emplois pour la communauté. Une conception durable préservant la beauté naturelle du littoral tout en le rendant accessible, son héritage au-delà de l'acier et du verre. Que suggères-tu? Une déclaration publique sur mon nombre de spermatozoïdes? Theo soupira. Un rappel que tu es plus que ces accusations. Le gala de charité est demain soir. Viens avec quelqu'un. Elle a l'air normal, indifférent. Je ne suis pas indifférent, Theo. Je me fais saboter professionnellement par les mensonges de mon ex-femme. Alors bats-toi, mais pas avec des avocats et des démentis colériques, dit Theo, son expression s'adoucissant légèrement. J'ai organisé un dîner avant le gala. Une femme nommée Serafina Oren, une artiste de Cobalt Cove. Je ne suis pas intéressé par tes talents d'entremetteur. Ce n'est pas une entremise amoureuse. C'est une compagne de dîner qui comprend ce que c'est que d'avoir des rumeurs qui détruisent votre vie, dit Theo en se dirigeant vers la porte. Horizon, 19h. Porte quelque chose qui ne crie pas robot d'entreprise. Après le départ de Theo, Noah fit pivoter son fauteuil vers les baies vitrées. Cobalt Cove s'étendait en contrebas, image de carte postale avec son littoral incurvé et ses toits rouges. Quelque part là-bas se trouvait une femme qui, soi-disant, comprenait sa situation. Il en doutait. Personne ne pouvait comprendre ce que cela faisait de voir sa douleur la plus intime servie en pâture au public. D'être étiqueté comme moins qu'un homme par quelqu'un qui avait un jour promis de vous aimer. Son téléphone vibra. Un autre message de Vanessa, j'espère que tu as apprécié la chronique du matin, chérie. Attends qu'ils apprennent ce que tu caches d'autre. Noah ferma les yeux, l'épuisement s'insinuant dans ses os. Il l'avait aimée autrefois, avait cru à sa déclaration selon laquelle les enfants n'importaient pas, que leur vie ensemble suffisait. La vérité avait émergé plus tard, son ressentiment grandissant à chaque test de grossesse négatif, ses accusations selon lesquelles il l'avait piégée dans un mariage sans enfant, ses liaisons avec des hommes qu'elle jugeait plus virils. Le divorce aurait dû y mettre fin. Au lieu de cela, Vanessa semblait déterminée à détruire tout ce qu'il avait construit, sa réputation, son entreprise, son avenir. Le dernier rapport médical reposait, verrouillé, dans le tiroir de son bureau, non partagé même avec Theo. Contredisant les conclusions antérieures, il suggérait que les problèmes d'infertilité pourraient être traitables. Non pas que cela importe maintenant. Quelle femme voudrait de lui après l'éviscération publique de Vanessa? Demain soir, restaurant Horizon. Un rendez-vous à l'aveugle avec une Serafina Oren, qui portait apparemment son propre fardeau de rumeurs. Noah tendit la main vers son agenda, avec l'intention d'annuler, puis hésita. Qu'avait-il à perdre? Sa réputation était déjà en lambeaux. Un dîner ne le tuerait pas. Il ne pouvait pas savoir comment cette unique décision allait modifier le cours de sa vie, à jamais. Chapitre 2, coup de foudre électrique. L'horizon était perché au bord de la plus haute falaise de Cobalt Cove, ses parois de verre offrant une vue panoramique sur l'océan. Noah arriva avec 15 minutes d'avance, une habitude de ponctualité ancrée depuis toujours que même la réticence de ce soir ne pouvait briser. Le maître d'hôtel le conduisit à une table isolée, où la lueur des bougies dansait sur le cristal et le lin blanc. Quelque chose à boire en attendant, Monsieur Calder, demanda le serveur avec déférence. Un scotch. Sec, répondit Noah en ajustant sa cravate bleu nuit. L'insistance de Theo pour qu'il ait l'air abordable avait conduit à ce costume au lieu de son gris anthracite habituel. Il se sentait exposé, déséquilibré. La boisson arriva, le liquide ambré accrochant la lumière. Noah prit une gorgée fortifiante, ses yeux dérivant vers l'entrée. C'était une erreur. Que pouvait-il bien avoir en commun avec une artiste de petite ville? Il devrait partir maintenant. Avant qu'il ne puisse agir, les portes vitrées du restaurant s'ouvrirent,
et tout changea. Elle entra seule, le tissu bleu nuit flottant autour de sa silhouette élancée. Le souffle de Noah se coupa, non pas à cause d'une beauté conventionnelle, bien qu'elle en possédât en abondance, mais à cause de quelque chose dans ses yeux. Ils étaient anciens, ses yeux. Omniscients. Comme s'ils avaient été témoins de siècles de souffrance humaine et en avaient émergé portant à la fois sagesse et blessure. Noah se surprit à se lever, un geste de respect que son grand-père lui avait inculqué et qui semblait maintenant instinctif plutôt qu'obligatoire. Le maître d'hôtel la guida vers sa table, et il remarqua comment les autres dîneurs la regardaient passer, certains avec curiosité, d'autres avec quelque chose de plus sombre. Elle traversait leur attention comme quelqu'un habitué à être observé, mais jamais vraiment vu. « Vous devez être Noah, dit-elle, sa voix portant des notes de prudence et de courtoisie en égale mesure. De près, sa beauté était plus saisissante, une peau brune et riche brillant à la lueur des bougies, des lèvres pleines tordues en un demi-sourire prudent, et ses yeux remarquables l'évaluant sans ciller. « Sérafina, dit-il en tendant la main, un geste d'affaire automatique qui se transforma à l'instant où leurs doigts se touchèrent. L'électricité jaillit entre eux, non pas métaphorique mais presque tangible, comme si un circuit dormant s'était soudainement fermé. Noah vit ses yeux s'écarquiller légèrement, confirmant qu'elle l'avait ressenti aussi. « Croyez-vous aux malédictions, monsieur Calder ?» demanda-t-elle en prenant place, sautant les politesses sociales avec une franchise rafraîchissante. La question aurait dû sembler absurde, il avait bâti sa carrière sur des réalités concrètes, des dimensions mesurables, la physique plutôt que la superstition et pourtant, quelque chose en elle l'incita à considérer sa réponse avec soin. « Je crois en la cruauté humaine déguisée en superstition, répondit-il finalement. Et s'il vous plaît, appelez-moi Noah. Un sourire sincère toucha ses lèvres pour la première fois. Bien répondu, Noah. Le serveur apparut, récitant des plats du jour qu'aucun des deux n'entendit vraiment. Ils commandèrent sans grande réflexion, la nourriture étant secondaire face à la conversation qui se déployait entre eux. Votre ami a mentionné que vous êtes artiste, dit Noah une fois qu'ils furent à nouveau seuls. Quel médium? L'argile, principalement. Il y a quelque chose dans le fait de transformer la terre avec ses mains qui semble. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Rédempteur. Vous cherchez la rédemption à travers l'art? Elle prit une gorgée de vin, l'examinant par-dessus le bord du verre en cristal. Ne cherchons-nous pas tous la rédemption à travers quelque chose? Vos bâtiments transforment les espaces, créent l'ordre à partir du chaos. Est-ce si différent? Noah se pencha en avant, oubliant sa réticence initiale. La plupart des gens voient l'architecture comme mathématique, pratique. La plupart des gens manquent d'imagination, dit-elle, ses doigts traçant des motifs sur la nappe. J'ai vu votre projet pour le port. Il parle de guérison, la façon dont les structures embrassent le littoral plutôt que de le dominer. Il se sentit étrangement exposé, comme si elle avait entrevu quelque chose dans son travail qu'il avait intentionnellement enfoui. Vous suivez l'architecture? Je suis la beauté, sous quelque forme qu'elle prenne, dit-elle, ses yeux rencontrant directement les siens. Les interviews de votre ex-femme semblent déterminées à effacer la beauté que vous avez créée. La reconnaissance brutale de son humiliation publique le fit sursauter. La plupart des gens prétendaient ne pas le reconnaître ou éviter entièrement le sujet. Tout comme votre ville semble déterminée à oublier que vous êtes un être humain plutôt qu'un bouc émissaire commode, répliqua Théil. Le silence tomba entre eux, non pas inconfortable, mais chargé de reconnaissance. Il s'était débarrassé des faux-semblants en un temps record, atteignant un niveau d'honnêteté que Noah expérimentait rarement, même avec des associés de longue date. Ils disent que j'ai tué mon fiancé, dit Sérafina doucement. Que mon contact porte malheur. Que je suis marqué par les ténèbres. Ils disent que je ne suis pas un vrai homme, répondit Noah, sa voix stable bien que les mots aient un goût amer. Que j'ai trompé ma femme. Que je suis incomplet. L'êtes-vous, demanda-t-elle, sans méchanceté. Incomplet? L'un de nous est-il complet? Elle sourit tristement. Je pense que c'est la grande illusion de l'humanité, croire que quelque part la perfection existe, que la plénitude est possible sans fissure ni pièce manquante. Leur nourriture arriva, artistiquement disposée, et fut largement ignorée alors que la conversation s'approfondissait. Noah se surprit à révéler des choses qu'il n'avait dites à personne, ni à son associé, ni à son thérapeute, ni même à son journal. Le pouvoir libérateur de parler à quelqu'un qui portait son propre fardeau de jugement public libéra quelque chose de longtemps gelé en lui. La veille de notre mariage, dit Sérafina, la lumière des bougies accrochant les larmes non versées dans ses yeux,
j'ai appelé Elias pour lui demander de passer prendre le mouchoir de ma grand-mère chez elle. C'était censé être mon quelque chose d'emprunté. La route était mouillée par la pluie. Ils disent qu'il a pris le virage de Serpent S-Ben trop vite. Cela ne vous rend pas responsable de sa mort, dit Noah. La logique vint rarement la culpabilité, Noah. Vous le savez. Elle jeta un coup d'œil vers les fenêtres, où l'obscurité était tombée, les transformant en miroirs reflétant leur table solitaire. Les accusations de votre ex-femme ont-elles affecté votre entreprise? La fondation finançant notre projet portuaire reconsidère son engagement. 3 clients ont retardé la signature de contrat. Mon conseil d'administration devient nerveux, dit-il en faisant tourner lentement son verre de scotch. Tout cela parce que Vanessa a décidé que mes informations médicales privées faisaient de bons titres de tabloïd. Est-ce vrai ce qu'elle dit? La question l'aurait enragé venant de n'importe qui d'autre. Venant de Serafina, cela ressemblait à une confidence offerte plutôt qu'à une invasion. Les médecins n'ont jamais été formels, admis-il, et des tests récents suggèrent que les conclusions antérieures pourraient avoir été incorrectes. Non pas que cela importe maintenant. La vérité importe toujours, dit-elle simplement. Leurs desserts restèrent intacts alors que le restaurant se vidait progressivement autour d'eux. Ni l'un ni l'autre ne semblait remarquer les heures qui passaient ou les regards curieux du personnel. Un violent coup de tonnerre interrompit finalement leur conversation alors qu'une tempête d'été arrivait du Pacifique. « Je devrais vous ramener, » dit Noah à contre-cœur, faisant signe pour l'addition. « Oui, je suppose que nous devrions, » répondit Serafina. Ces mots furent coupés net alors qu'un éclair illuminait l'obscurité extérieure, suivi immédiatement par une pluie torrentielle martelant contre le verre. Le maître d'hôtel s'approcha en s'excusant. « Monsieur Calder, l'orage a inondé la route d'accès inférieure. L'autoroute reste ouverte si vous souhaitez partir, mais la visibilité est assez mauvaise. » Noah regarda Serafina, soudainement peu disposée à mettre fin à leur soirée. « Nous pourrions attendre que ça passe, » suggéra-t-il. « À moins que vous n'ayez besoin de rentrer. » Son sourire contenait une nouvelle chaleur. « Personne ne m'attend. » Ils se déplacèrent vers la terrasse couverte du restaurant, d'où ils pouvaient observer la fureur de l'orage fouettant le littoral en contrebas. L'air sentait l'ozone et le sel et des éléments primordiaux déchaînés. La plupart des clients avaient bravé le temps, les laissant virtuellement seuls, à l'exception du personnel débarrassant des tables lointaines. « J'ai toujours aimé les orages, » dit Serafina, debout près de la barrière de verre. « Ils me rappellent que la nature ne se soucie pas du jugement humain ou de la douleur humaine. Ils sont simplement puissants, beaux, dévastateurs. » Noah se déplaça à côté d'elle, assez près pour sentir à nouveau l'électricité entre eux. Comme lors de certaines conversations, ses yeux rencontrèrent les siens, non plus gardés mais lumineux de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Sans pensée consciente, il chercha sa main. Quand elle ne se retira pas, il l'attira doucement dans ses bras. « Dansez avec moi, » murmura-t-il, bien qu'aucune musique ne jouât au-delà du rythme de la pluie et du tonnerre lointain. « Ici? Maintenant? Quand serait-ce mieux? » Elle bougea avec lui en parfaite synchronie, leur corps trouvant une harmonie naturelle qui démentait leur récente connaissance. Alors qu'il tournait lentement sur la terrasse vide, Noah sentit quelque chose de longtemps dormant s'éveiller en lui et le désir, oui, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance. Lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, la connexion transcenda l'attraction physique. Ce baiser donnait l'impression de rentrer à la maison, dans un lieu dont il ignorait l'existence mais qu'il avait toujours cherché. Les bras de Serafina se resserrèrent autour de son cou, son corps s'abandonnant contre le sien alors que l'orage faisait rage autour de leur sanctuaire de verre et de pierre. Ni l'un ni l'autre ne parla quand ils se séparèrent enfin, comprenant tous deux que les mots diminueraient ce qui venait de se passer entre eux. Au lieu de cela, Noah offrit sa main une fois de plus une question, plutôt qu'une demande. La réponse de Serafina vint alors qu'elle entrelaçait ses doigts aux siens, le suivant dans la nuit lavée par la pluie et vers le destin qui les attendait au-delà. Serafina vint se placer à ses côtés, sa main trouvant la sienne. Ce simple geste arracha des hoquets de stupeur à plusieurs spectateurs. « Je l'emmène en lieu sûr ce soir, » poursuivit Noah. « Et à notre retour, s'il y a le moindre dommage supplémentaire sur cette propriété, je veillerai personnellement à ce que chaque responsable en subisse les conséquences, tant juridiques que financières. » Alors qu'il se tournait pour guider Serafina vers sa voiture, un homme âgé s'avança hors de la foule. « Mademoiselle Oren, » appela-t-il, la voix chevrotante sous le poids des années. « Je connaissais bien votre grand-mère. Elle aurait honte de la façon dont cette ville vous a traité. »
Un murmure parcourut l'assemblée des voisins, certains approuvaient, d'autres semblaient mal à l'aise face à cette reconnaissance publique. Pour la première fois, Serafina réalisa que l'attitude de la ville à son égard n'était pas uniformément hostile. Certains étaient simplement restés silencieux par peur ou par indifférence. Le bras de Noah encercla sa taille avec protection alors qu'il la guidait vers son véhicule. Lila suivit avec un sac préparé à la hâte, contenant les quelques possessions intactes qu'elle avait pu sauver. Tandis qu'il s'éloignait, Serafina jeta un regard en arrière vers son foyer profané, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je vais arranger ça », promit Noah, sa main chaude sur la sienne. « Fais-moi confiance. » Dans le sanctuaire de l'habitacle, fuyant cette ville qu'il avait emprisonnée pendant 5 ans, Serafina s'autorisa enfin à envisager l'impossible, que peut-être, cet homme qui la regardait sans peur, qui la défendait sans hésitation, qui voyait au-delà des étiquettes imposées par les autres, était réellement le miracle auquel elle avait cessé de croire depuis longtemps. « Où allons-nous » demanda-t-elle enfin. « Dans ma maison sur la côte. » C'est isolé, protégé, dit-il en la regardant, la détermination gravée sur son profil. « Personne ne te fera de mal là-bas. Et quand tout cela sera retombé? Quand tes affaires souffriront assez pour que tu regrettes de m'avoir rencontré? » Noah gara la voiture sur le bas-côté de l'autoroute plongée dans l'obscurité et se tourna pour lui faire face. « Écoute-moi, Serafina Oren. J'ai passé ma vie entière à construire des choses qui comptent, des choses qui durent. Ce qu'il y a entre nous? Ce que j'ai ressenti au moment où je t'ai vu? Cela compte plus que n'importe quel bâtiment, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle réputation. » Sa main caressa sa joue, son pouce essuyant doucement une larme. « Laisse-moi leur prouver qu'ils ont tort. Laisse-moi t'aimer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette fille qu'ils disaient malchanceuse. » L'intensité de son regard, la conviction dans sa voix, brisèrent quelque chose en elle, le dernier mur qu'elle avait érigé pour se protéger de l'espoir. Serafina se pencha en avant, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui avait le goût du sel et de la promesse. « Emmène-moi à la maison » murmura-t-elle contre sa bouche. « À la maison » acquiesça-t-il. Le mot résonna à la fois comme une question et une réponse alors qu'ils accéléraient dans les ténèbres, laissant derrière eux Cobalt Cove et ses jugements. Chapitre 5 Lien tissé. La propriété côtière de Noah émergea de la brume matinale comme un rêve, une structure moderne de verre et de cèdre patiné, perchée sur un promontoire rocheux, entouré de pins centenaires et du Pacifique infini. Des portails de sécurité et une route privée sinueuse tenaient le monde à distance, offrant un refuge dont aucun d'eux n'avait pensé avoir besoin si tôt. « C'est magnifique » dit doucement Serafina alors que Noah se garait. Contrairement à son Pentouse en ville, cet endroit semblait organique, comme s'il avait poussé naturellement du paysage côtier. « Je l'ai dessiné moi-même » répondit-il en récupérant son sac, avant que le cabinet ne connaisse le succès, quand l'architecture était encore une question de création plutôt que de commerce. À l'intérieur, la maison s'ouvrait sur l'horizon, des murs de verre encadrant le paysage spectaculaire. Les matériaux naturels pierre, bois et acier créaient un espace à la fois imposant et réconfortant. Malgré son design moderne, la demeure semblait habitée, personnelle, d'une manière à laquelle Serafina ne s'attendait pas. « Je viens ici quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi je suis devenu architecte », expliqua Noah. « Quand la politique et les affaires menacent d'éclipser l'art. »« Elle te ressemble » observa Serafina, laissant traîner ses doigts le long d'une table en bois brut. Forte, mais avec une chaleur inattendue. Leur première journée se passa dans une convalescence silencieuse. Serafina dormit des heures durant dans la suite d'amis surplombant une crique isolée, tandis que Noah travaillait à distance, gérant les appels de membres du conseil inquiets et de clients furieux. Le soir venu, elle émergea pour le trouver dans la cuisine, manches retroussées, en train de préparer le dîner. « Tu cuisines » demanda-t-elle, acceptant le vin qu'il lui tendait une autre surprise. Son sourire atteignit ses yeux pour la première fois depuis l'incident du cottage. Ma mère pensait que personne ne devrait dépendre entièrement des autres pour ses besoins fondamentaux. Alors qu'ils mangeaient sur la terrasse, la conversation coula de source. Loin des regards indiscrets, ils partagèrent des parts d'eux-mêmes habituellement gardées secrètes. Les rêves d'enfance de Noah de bâtir des cités, l'amour précoce de Serafina pour la sculpture qu'il avait menée à la poterie. « Montre-moi ton travail » demanda-t-elle après le dîner, désignant un vase bleu saisissant exposé dans le salon. « Ton vrai travail, pas les projets commerciaux. » Noah la conduisit à son studio personnel, un espace rempli de dessins architecturaux et de maquettes révélant une vision bien plus artistique que ne le suggérait son portfolio public, des plans pour des communautés durables,
des croquis de bâtiments travaillant avec la nature plutôt que de la conquérir, et, plus surprenant encore, les plans détaillés d'une chambre d'enfant ou une pièce qui n'existerait jamais dans son appartement citadin. Les doigts de Sérafina tracèrent les détails soignés des dessins de la chambre, un mobile d'étoiles et de planètes, des bibliothèques encastrées en forme d'arbre, un fauteuil à bascule positionné pour capter la lumière du matin. Malgré ce qu'ils disent de toi, dit-elle doucement, comprenant maintenant la profondeur de sa douleur, tu n'as jamais cessé de planifier pour des enfants. L'espoir persiste, répondit-il, sa voix soigneusement neutre, même quand la logique suggère le contraire. L'intimité de cette révélation, plus profonde que leur connexion physique, déplaça quelque chose entre eux. Sérafina se surprit à partager ses propres vulnérabilités cachées. Elle lui montra le journal qu'elle avait réussi à sauver du cottage, rempli de lettres à Elias. Elle les avait écrites après sa mort, mais jamais envoyées. Je me suis blâmé pendant des années, confessa-t-elle, assis devant la cheminée, le journal ouvert entre eux. Si je ne lui avais pas demandé de se dépêcher, si je m'étais contenté du mouchoir que j'avais déjà. La main de Noah couvrit la sienne. Nous ne pouvons contrôler ni les choix des autres ni la cruauté du destin, Sérafina. Seulement la façon dont nous survivons après. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à dormir, Noah la raccompagna à la suite d'amis. Malgré la connexion passionnée entre eux, il semblait déterminé à lui laisser de l'espace et du temps. Lorsqu'il l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit à sa porte, la retenue dans son toucher était palpable. « Tu es toujours la bienvenue dans ma chambre, lui dit-il doucement, mais il n'y a aucune urgence, Sérafina. Nous avons le temps. » Seule dans ce lit inconnu, Sérafina fixa le plafond, écoutant les vagues s'écraser contre le rivage rocheux en contrebas. Pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose de dangereux grandir dans sa poitrine. L'espoir. Fragile, mais persistant. Le sommeil finit par l'emporter, mais pas avant que de vieilles peurs ne lui murmurent des avertissements sur les risques de croire aux secondes chances. Les cauchemars venaient moins fréquemment, mais n'étaient pas moins intenses. Elle se réveillait en haletant, désorientée, momentanément de retour à Cobalt Cove, poursuivie par les murmures. Ces nuits-là, Noah la tenait sans poser de questions, comprenant que 5 ans de traumatisme ne disparaîtraient pas en quelques semaines. Au fil des jours, leur routine se développa naturellement. Les matins les trouvaient partageant un café sur la terrasse, regardant les vagues. Noah travaillait depuis son bureau à domicile. Pendant que Sérafina explorait la propriété, elle découvrit un petit abri de jardin qu'elle commença à convertir en atelier de poterie de fortune, avec les encouragements de Noah. Sous ses doigts, l'argile informe prenait vie, le potentiel émergeant de la matière brute d'une manière qui reflétait sa propre transformation graduelle. Elle créait des pièces différentes de tout ce qu'elle avait fait auparavant, audacieuse, expressive et émotionnelle sans excuse. Noah la regardait parfois travailler, fasciné par l'intensité de sa concentration, la façon dont elle se perdait complètement dans la création. Une semaine après le début de leur isolement, Théo arriva avec des nouvelles du cabinet. Sérafina observa leur conversation depuis la cuisine, notant la tension dans la posture de Noah alors qu'il recevait ce qui semblait être des informations indésirables. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle après le départ de Théo. « La fondation Legacy s'est officiellement retirée du projet du port, dit Noah, la voix stable, bien que ses yeux trahissent une émotion plus profonde. Et 3 clients majeurs ont suspendu leur contrat, en attendant la résolution des récentes controverses. » La culpabilité se tordit dans la poitrine de Sérafina. « À cause de moi. À cause du sectarisme et de la peur, corrigea-t-il sèchement. Ne t'approprie pas leur ignorance. » Ce soir-là, Noah reçut une invitation à présenter lors d'un symposium d'architecture, une opportunité prestigieuse qui pourrait sauver sa réputation professionnelle. Le timing, à quelques jours de l'événement, suggérait que quelqu'un lui offrait une chance de se racheter publiquement. « Tu devrais y aller » insista Sérafina. « Montre-leur que ton travail compte toujours, indépendamment de ta vie personnelle. » Noah l'étudia de l'autre côté de la table. « Viendras-tu avec moi ?» La question resta suspendue entre eux, lourde de conséquences. Apparaître ensemble publiquement confirmerait la relation que les commérages avaient déjà condamnée, détruisant potentiellement ce qui restait de son statut professionnel. Cela ne ferait qu'aggraver les choses, répondit-elle prudemment. C'est peut-être exactement pour cela que nous devons le faire, dit-il, son expression se durcissant de détermination. Je ne te cacherai pas comme un secret inavouable, Sérafina. Je refuse de donner ce pouvoir à leur jugement. Lorsqu'ils arrivèrent au symposium quelques jours plus tard, Sérafina,
vêtue d'une robe bleue simple qui complétait le costume anthracite de Noah, sentit les murmures les suivre à travers le hall d'exposition bondé. Les yeux traquaient leurs mouvements, les conversations s'interrompaient sur leur passage. La main de Noah resta au creux de ses reins, son toucher à la fois protecteur et possessif. Sa présentation, un plaidoyer passionné pour une architecture durable honorant à la fois les besoins humains et les réalités environnementales, capta l'attention de la salle. Serafina regardait depuis le premier rang, la fierté l'envahissant alors qu'il parait avec adresse les questions hostiles qui dissimulaient mal des attaques personnelles. Durant la réception qui suivit, elle observa de loin Noah discuter avec des investisseurs potentiels, son charisme naturel surmontant temporairement leurs réserves. Théo travaillait la salle à ses côtés, visiblement soulagé par la réponse positive. « Il risque tout pour vous », dit une voix féminine à ses côtés. Serafina se tourna pour trouver une femme élégante qui l'étudiait avec une curiosité ouverte. « La question est de savoir si vous valez ce sacrifice. »« Ce n'est pas à moi d'en décider », répondit Serafina en gardant son calme. « Non, c'est à lui », dit la femme en sirotant son champagne d'un air pensif. « Je connais Noah Calder depuis 15 ans. J'ai vu des femmes ambitieuses, belles, riches, essayer de capter son attention. Aucune n'a réussi à lui faire avoir ce regard qu'il pose sur vous. » Avant que Serafina ne puisse répondre, une agitation éclata à l'autre bout de la pièce. Une femme, visiblement éméchée, s'était approchée de Noah, sa voix s'élevant au-dessus des conversations polies. « Toujours en train de prétendre que tu peux satisfaire une femme, hein? Ta petite sorcière sait-elle que tu tires à blanc ?» La salle tomba dans le silence. L'expression de Noah resta impassible, bien que Serafina pût voir la tension dans sa mâchoire. Sans hésitation, elle traversa la pièce pour se tenir à ses côtés, sa main trouvant la sienne. « Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir », répondit-elle clairement, sa voix portant dans l'espace silencieux. « Et vous ?» La femme, que Serafina reconnut alors comme étant Vanessa, vue dans les magazines, rougit de colère. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques, ma chérie. Il te décevra, tout comme il m'a déçu. » La seule déception, répliqua Noah d'une voix contrôlée mais glaciale, est de découvrir la vraie nature de quelqu'un trop tard. Son bras encercla la taille de Serafina. « Si vous voulez bien nous excuser. » Alors qu'il s'éloignait, Serafina sentit les regards suivre leur sortie. Les murmures allaient s'intensifier, les ragots se répandre. Pourtant, étrangement, debout aux côtés de Noah, affrontant ses démons en même temps que les siens, elle se sentait plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dans leur suite d'hôtels ce soir-là, l'adrénaline de la confrontation coulant encore dans leurs veines, la distance prudente qu'ils avaient maintenue à la maison côtière s'évapora. Les mains de Noah tremblaient légèrement alors qu'il retirait sa cravate, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il doucement. « Te tenir à mes côtés publiquement. »« Si, je le devais, » répondit Serafina en s'avançant vers lui, la certitude remplaçant l'hésitation qu'il avait définie si longtemps. « Je suis fatigué de me cacher, Noah. Du jugement, du bonheur, de la vie. » Ses bras entourèrent sa taille, l'attirant contre lui. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? L'examen minutieux ne s'arrêtera pas, cela pourrait empirer. »« Je te veux, toi, » répondit-elle simplement. Tout le reste n'est que du bruit. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une faim renouvelée, la retenue de la semaine passée se dissolvant dans une certitude passionnée. Alors que les vêtements tombaient et qu'ils se dirigeaient vers le lit, Serafina sentit quelque chose de fondamental changer en elle, la peur cédant la place à l'espoir, l'isolement capitulant face à la connexion. Plus tard, alors qu'il gisait entrelacé sous le clair de lune filtrant à travers les rideaux de l'hôtel, Noah traça des motifs sur son épaule nue. « Emménage avec moi », murmura-t-il. « Pas comme mon invité, mais comme ma partenaire. » Serafina se souleva sur un coude pour le regarder dans les yeux, n'y trouvant rien d'autre qu'une certitude absolue. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire pleinement que ce qu'ils partageaient n'était pas maudit, mais béni assez fort pour émerger du feu, renforcé plutôt que détruit par l'adversité. « Je t'aime », chuchota-t-elle. Les mots portaient le poids d'un abandon total à l'espoir, à l'avenir, à ce lien entre eux qui avait défié chaque tentative de brisure. La réponse de Noah vint en 3 mots correspondants, simples mais transformateurs dans leur puissance. Alors qu'il scellait cette déclaration par un baiser, Serafina comprit qu'ils avaient franchi un seuil. Quoi qu'il arrive ensuite, mépris public ou joie privée, ils y feraient face ensemble. 2 âmes qui s'étaient reconnues à travers l'obscurité d'une foule et refusaient de se lâcher. Chapitre 6, le prix de la protection.
La tempête médiatique s'intensifia lorsque Serafina s'installa définitivement dans la maison côtière de Noah. Les tabloïds publiaient des spéculations quotidiennes sur la femme maudite et son influence sur l'architecte autrefois respecté. Les publications économiques remettaient en question la stabilité et le jugement de Noah. Même les revues d'architecture commencèrent à mentionner la controverse personnelle entourant ses derniers projets. Noah semblait traverser tout cela avec un sang-froid remarquable, bien que Serafina remarquât les rides qui se creusaient autour de ses yeux, la tension croissante dans ses épaules. Chaque matin apportait de nouveaux emails de Théo détaillant les inquiétudes d'un autre client ou le retrait d'un autre investisseur. Le contrat du centre Crestview est officiellement suspendu, annonça Noah un matin, posant sa tablette plus brutalement que nécessaire. C'est le 3e grand projet maintenant. Serafina leva les yeux de son café, la culpabilité lui tordant le ventre. À cause de moi. À cause de l'ignorance, corrigea Théil vivement en venant à ses côtés. Ne prends pas la responsabilité de leurs préjugés. Malgré ses assurances, Serafina sentait le poids de la responsabilité. Noah avait bâti sa réputation par des années de dévouement et de talent. Maintenant, cette réputation s'effondrait parce qu'il avait choisi de la soutenir. Ses séances hebdomadaires avec le docteur Harper lui fournissaient des outils qu'elle n'avait jamais eus, des moyens de défier les pensées catastrophistes, des techniques pour s'ancrer quand la panique montait comme une marée. La guérison n'est pas linéaire, lui rappela la thérapeute lors d'une séance particulièrement difficile. Certains jours donneront encore l'impression de se noyer. La situation atteignit un point critique lorsqu'une lettre juridique arriva, menaçant d'un procès en diffamation si Noah continuait à dénigrer publiquement son ex-femme. Cette menace voilée fut immédiatement suivie par l'apparition de documents dans plusieurs publications économiques, suggérant que Noah avait falsifié des dossiers médicaux lors de son divorce. Les dossiers divulgués le dépeignaient comme manipulateur et malhonnête, bien que lourdement caviardé et hors contexte, les dégâts furent immédiats. Ce soir-là, Théo arriva à l'improviste, l'expression sombre, alors qu'il les rejoignait sur la terrasse surplombant l'océan qui s'assombrissait. Le conseil a convoqué une session d'urgence pour demain matin, informa Théil Noah, acceptant le whisky offert avec un soulagement visible. Ils votent sur ton poste de PDG. Le visage de Noah resta impassible. Ils veulent que je démissionne? Temporairement, souligna Théo. Jusqu'à ce que ça se tasse. Et si je refuse? Théo jeta un coup d'œil mal à l'aise vers Serafina. Ils sont prêts à forcer la main. En utilisant quel levier? La voix de Noah portait un calme dangereux. Le pacte d'associés leur donne des motifs si ta conduite personnelle menace la stabilité du cabinet. Théo avala son whisky d'un trait. 3 clients majeurs ont suspendu leur contrat. Le retrait de la fondation Legacy est devenu public hier. L'action du cabinet a chuté de 18%. Noah fixa l'horizon obscurci, le silence s'étirant entre eux. Tu sais que ces accusations sont fabriquées. Je sais, acquiesça Théo, mais la perception crée la réalité dans notre métier. Le conseil suggère. Il hésita encore, ses yeux papillonnant vers Serafina. Dis-le, exigea Noah. Que si tu mettais de la distance entre toi et certaines relations personnelles, il pourrait reconsidérer. L'estomac de Serafina se noua. C'était là, l'ultimatum qu'elle attendait depuis cette première nuit. Sa présence dans la vie de Noah lui coûtait officiellement tout ce qu'il avait passé sa carrière à construire. Sors, dit Noah. Sa voix restait parfaitement contrôlée, mais ses yeux brûlaient de fureur. Noah. Dis au conseil qu'ils auront ma décision demain, dit-il en se levant, escortant fermement son associé vers la porte. Et Théo, réfléchis très attentivement au camp que tu choisis ici. Après le départ de Théo, Noah revint pour trouver Serafina rassemblant ses quelques affaires dans la chambre d'amis qu'elle avait cessé d'utiliser des semaines auparavant. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-il depuis l'encadrement de la porte. Ce qui est nécessaire, répondit-elle, ses mains tremblant légèrement en pliant un pull qu'il lui avait offert. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu perds tout ce que tu as bâti. Noah traversa la pièce en 3 enjambées, prenant doucement le pull de ses mains. Tu ne feras pas ça. Tu me connais depuis 3 semaines, Noah. Ton entreprise représente des années de travail, le but de ta vie. Non, dit-il en prenant son visage entre ses paumes. Les bâtiments s'élèvent et tombent, les entreprises changent de main. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons entre les gens, la confiance, la compréhension, l'amour. Les yeux de Serafina s'écarquillèrent légèrement, cherchant sur son visage le moindre doute ou hésitation. N'en trouvant aucun, elle murmura, il t'oblige à choisir.
Ils l'ont déjà fait, dit-il, son pouce traçant sa pommette. Et j'ai déjà choisi. Le lendemain matin, Noah s'habilla avec un soin particulier, revêtant son plus beau costume. Sérafina l'observa depuis le lit alors qu'il se préparait pour la réunion du conseil, ses gestes délibérés, presque cérémoniels. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, lui dit-il en se penchant pour un baiser prolongé, souviens-toi que certaines fondations sont plus profondes que n'importe quelle structure que j'ai jamais conçue. La réunion du conseil de Noah était prévue à 9 heures. À midi, sa décision faisait les gros titres de la presse économique. Calder claque la porte, l'architecte choisit une relation controversée plutôt que son poste de PDG. L'article détaillait comment Noah avait refusé de se retirer temporairement, offrant à la place sa démission immédiate lorsque le conseil avait suggéré que sa vie personnelle impactait négativement le cabinet. Les photos l'accompagnant le montraient quittant le siège social, l'expression composée mais déterminée, ignorant les questions hurlées par les journalistes. Au moment où il revint à la maison côtière, Sérafina avait vu les nouvelles. Elle l'accueillit à la porte, les yeux brillants de larmes non versées. « Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle simplement. »« J'ai fait exactement ce qui était nécessaire, » répondit-il en desserrant sa cravate, l'épuisement visible sous son calme. « Et je le referai. » Cette nuit-là, alors que des nuages d'orage s'amoncelaient au large, Noah la tint serré contre lui dans leur lit, son rythme cardiaque régulier sous sa joue. « Nous reconstruirons, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Ensemble. » Sérafina voulait le croire. Pourtant, alors que les éclairs illuminaient la pièce, jetant des ombres momentanées sur son visage endormi, elle ne pouvait faire taire la voix qui chuchotait qu'elle finirait par le détruire, exactement comme tout le monde l'avait toujours prétendu. Juste avant l'aube, elle se glissa hors de ses bras et s'habilla en silence. La bague en diamant, qu'elle avait continué de porter bien qu'elle n'eût jamais formellement accepté sa proposition, elle la posa soigneusement sur sa table de chevet. À côté, elle laissa un mot contenant les mots les plus difficiles qu'elle ait jamais écrits, « Trouve quelqu'un qui te porte chance, au lieu du malheur. Tu mérites mieux que moi. » Alors qu'elle refermait la porte d'entrée derrière elle, la pluie commença à tomber douce au début, puis avec une fureur croissante, comme si le ciel lui-même pleurait ce que la nécessité l'avait forcé à abandonner. Chapitre 7, la tempête du jugement. Noah se réveilla face au vide, tant dans son lit que dans sa poitrine. Ses doigts ne trouvèrent que des draps froids là où aurait dû être la chaleur de Sérafina. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la lumière du matin se refléta sur la bague en diamant posée sur sa table de nuit, le petit mot plié en dessous confirmant ce que son cœur savait déjà. Il lut ces mots une fois, puis une seconde, cherchant un sens au-delà de leur douloureuse simplicité. Le mot se froissa dans son poing alors qu'il parcourait la maison, appelant son nom, sachant déjà qu'elle ne répondrait pas. Les caméras de sécurité la montraient partant à l'aube, un petit sac sur l'épaule, s'arrêtant une fois pour regarder la maison avant de disparaître sur la route privée. Elle n'avait rien pris de ce qu'il lui avait offert, ni vêtements, ni bijoux, pas même le tour de potier qu'il avait installé dans l'abri de jardin rénové. Pendant 3 jours, Noah exista dans un brouillard d'incrédulité et de colère montante. Il ignora les appels de Théo, ceux des autres membres du conseil regrettant soudainement leur ultimatum alors que l'action du cabinet continuait de chuter. La seule personne qu'il contacta fut Lila, qui confirma à contre-cœur que Sérafina était retournée à Cobalt Cove. « Elle est au cottage », lui dit Lila, l'inquiétude évidente même au téléphone. « Ou ce qu'il en reste. »« Noah, elle ne va pas bien. Elle mange à peine, dort à peine, mais elle ne m'écoute pas quand je lui dis de t'appeler. »« J'arrive, » dit-il, sa décision se cristallisant à mesure qu'il parlait. « Cela pourrait aggraver les choses. »« Les choses ne peuvent pas être pires, » répondit-il, la voix durcie par la certitude. « Elle n'est pas partie parce qu'elle le voulait. Elle est partie parce qu'elle croit me protéger. » 4 jours après le départ de Sérafina, Noah assista à un gala de charité qu'il aurait normalement évité, sachant que son ex-femme serait présente avec son nouveau fiancé, un promoteur immobilier en vue. L'événement représentait sa première apparition publique depuis sa démission, et les photographes grouillèrent à son entrée solitaire. Ignorant leurs questions hurlées sur l'absence de Sérafina, il repéra Vanessa à travers la salle de bal bondée, son sourire calculateur vacilla légèrement lorsque leurs regards se croisèrent. Noah traversa la foule avec une détermination délibérée, s'arrêtant directement devant elle et son compagnon visiblement mal à l'aise. « Noah » salua-t-elle avec une fausse chaleur. « Quelle surprise de te voir ici. J'avais entendu dire que tu étais indisposé. Tu veux dire que tu espérais que je sois détruit » répliqua-t-il, sa voix restant conversationnelle bien que plusieurs invités proches s'agitassent nerveusement,
sentant le courant sous-jacent. Ces dossiers médicaux que tu as divulgués étaient très créatifs. Le montage sélectif a toujours été ta spécialité. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, dit-elle, son sourire ne vacillant jamais, bien que ses yeux fissent des allers-retours vers les journalistes à proximité. Bien que je sois inquiète pour ton jugement ces derniers temps. Cette femme a un passé. Elle s'appelle Serafina, l'interrompit Noah, sa voix tombant dans une douceur dangereuse. Et la seule personne avec un passé inquiétant se tient juste devant moi. Son fiancé s'avança, la main tendue pour apaiser le jeu. Écoute, Calder, nous sommes tous amis ici. Non, nous ne le sommes pas, dit Noah, son attention restant fixée comme un laser sur Vanessa. Les amis ne fabriquent pas d'histoires pour détruire des réputations. Les amis ne manipulent pas des dossiers médicaux pour nourrir les tabloïds. Les amis ne sabotent pas des carrières par rancune. La salle était devenue anormalement silencieuse, les invités feignant de ne pas écouter tout en tendant l'oreille pour capter chaque mot. Le sourire de Vanessa finit par s'effondrer alors qu'elle réalisait l'audience témoin de son humiliation. Tu fais une scène, siffla T.L. Je rends la vérité publique, corrigea T.Il. Quelque chose que tu as travaillé très dur à empêcher. Pendant un instant, la vulnérabilité fait là sa façade parfaite. Tu m'as remplacé si facilement, chuchota T.L., la haine se mêlant à quelque chose ressemblant à de la douleur dans son expression. Alors que je ne peux pas échapper à ton ombre. L'honnêteté brute de son aveu prit Noah au dépourvu. Avant qu'il ne puisse répondre, son fiancé, un homme imposant dépassant Noah de plusieurs centimètres, lui agrippa l'épaule. Ça suffit, tu dois partir. Noah jeta un coup d'œil à la main de l'homme avec un tel dédain froid que celui-ci la retira immédiatement. J'ai dit ce que j'étais venu dire. Mais comprenez bien ceci, si vous propagez un mensonge de plus, si vous plantez une histoire de plus, si vous faites quoi que ce soit qui impacte la vie de Serafina Oren, je consacrerai la moindre de mes ressources à m'assurer que tout le monde sache exactement qui est ce que vous êtes. Alors qu'il se tournait pour partir, le calme de Vanessa se brisa finalement complètement. Elle t'a ruiné. Lui cria-t-elle, assez fort pour que les journalistes proches capturent chaque mot. Ta réputation, ton entreprise, tout ce que nous avons construit, tout détruit parce que tu ne pouvais pas voir qu'elle est un poison. Noah marqua une pause, puis se retourna lentement. La salle entière retint son souffle alors qu'il s'approchait d'elle une fois de plus, s'arrêtant assez près pour qu'elle dût pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Tu n'as jamais compris ce qui compte, dit-il calmement. Pas pendant notre mariage, et pas maintenant. Les bâtiments peuvent être reconstruits. Les entreprises peuvent être remplacées. Ce qui ne peut pas être remplacé, c'est de trouver quelqu'un qui vous voit complètement et vous aime malgré tout. Sa confrontation publique fit les gros titres le lendemain matin. La plupart des couvertures le dépeignaient comme instable, désespéré, peut-être en train de s'effondrer sans l'influence stabilisatrice de son cabinet. Plusieurs sites de potins suggéraient que sa défense de Serafina confirmait les rumeurs de lavage de cerveau ou de manipulation. 2 jours plus tard, conduisant sous une pluie torrentielle vers Cobalt Cove, Noah enregistrait à peine les bulletins d'information à la radio. Son objectif restait singulier, trouver Serafina, lui faire comprendre que son sacrifice était inutile, la convaincre de revenir. L'autoroute côtière était inondée par endroits, forçant des détours qui ajoutèrent des heures à son voyage. Au moment où il atteignit la périphérie de Cobalt Cove, la nuit était tombée et la tempête s'était intensifiée jusqu'à une force proche de l'ouragan. Les arbres pliaient à l'horizontale dans le vent hurlant, des débris ricochaient sur la route, et les véhicules d'urgence passaient avec une fréquence croissante, sirènes hurlantes. Lorsque Noah atteignit enfin le quartier de Serafina, il trouva le chaos. La tempête avait causé une érosion côtière significative, menaçant plusieurs propriétés le long de la falaise, y compris son cottage. Des barricades de police bloquaient l'accès aux véhicules, mais Noah abandonna sa voiture et continua à pied, la pluie fouettant son visage alors qu'il luttait contre le vent. Au cottage, il découvrit une scène tirée de ses pires cauchemars. La partie arrière de la structure pendait précairement au-dessus du bord de la falaise qui s'érodait, tandis qu'un groupe de locaux, rassemblés à distance de sécurité, regardait avec une fascination morbide les secouristes évaluer la situation. « Où est-elle » demanda Noah, agrippant le bras d'un officier de police. « Où est Serafina Oren ?»« Monsieur, vous devez rester derrière la ligne de sécurité. »« La femme qui vit ici ?» l'interrompit Noah désespérément. « Où est-elle » Un pêcheur portant un ciré jaune, trempé par la pluie, entendit. « Je l'ai vue entrer il y a environ 1 heure, offrit-il. »
Cette folle n'a pas voulu écouter quand on lui a dit que ce n'était pas sûr. Elle a dit quelque chose à propos de récupérer les affaires de sa grand-mère. Une terreur froide saisit la poitrine de Noah. Sans hésitation, il passa sous le ruban de sécurité et sprinta vers le cottage, ignorant les cris du personnel d'urgence. La porte d'entrée battait au vent, la pluie s'engouffrant par le toit endommagé alors qu'il entrait. Sérafina. Appela-t-il, sa voix presque perdue dans la fureur de la tempête. Il la trouva dans ce qui restait de la chambre, fourrant frénétiquement des photographies et de petits souvenirs dans un sac de sport. Elle leva les yeux à son entrée, le choc et l'incrédulité traversant son visage. « Noah, qu'est-ce que tu... » « Nous devons partir maintenant, dit-il en la rejoignant, lui prenant le bras. La falaise est en train de céder. Comme pour confirmer ces mots, le cottage gémit sinistrement, le sol s'inclinant légèrement sous leurs pieds. Les yeux de Sérafina s'écarquillèrent de peur, mais elle résista à sa prise. « Les journaux de ma grand-mère, insista-t-elle. Je ne peux pas les laisser. Sérafina, il n'y a plus le temps. » Un craquement assourdissant l'interrompit alors que le mur arrière de la chambre se séparait du plancher, créant une béance à travers laquelle il pouvait voir les flots tumultueux loin en contrebas. Noah saisit Sérafina par la taille, la traînant physiquement vers l'avant du cottage alors que d'autres lattes de plancher volaient en éclats derrière eux. Ils jaillirent par la porte d'entrée juste au moment où une section massive de la falaise et la moitié du cottage avec elle glissaient dans l'océan en contrebas. La foule rassemblée poussa un hoquet collectif, plusieurs personnes se précipitant pour aider. Noah et Sérafina s'effondrèrent sur la terre ferme, la pluie continuant de les marteler sans pitié. Noah tenait son corps tremblant contre sa poitrine, son cœur battant la chamade face à l'étroitesse de leur évasion. Lorsqu'il se fit enfin confiance pour parler, sa voix sortit rauque d'émotion. « Ne refais plus jamais ça, dit-il contre ses cheveux trempés. Ne me quitte plus jamais. » Sérafina se recula légèrement, le visage pâle de choc et de peur persistante. « Je te protégeais, murmura-t-elle. Tout ce que tu as construit, ta réputation, ta carrière, tout s'effondrait à cause de moi. » Non, dit Noah, encadrant son visage de ses mains, la pluie ruisselant entre eux. Cela s'effondrait à cause de l'ignorance et de la cruauté. Et rien de tout cela, ni le cabinet, ni les bâtiments, ni la réputation, rien de tout cela ne compte sans toi. L'éclair illumina son visage strié de larmes, la vulnérabilité et l'espoir se faisant la guerre dans son expression. Je suis maudite, Noah. Tous ceux que j'aime souffrent. Alors nous souffrirons ensemble, dit-il, ses pouces essuyant la pluie et les larmes de ses joues. Parce que je t'aime, Sérafina Oren. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu entrer dans ce restaurant. Et rien, ni l'opinion publique, ni les revers professionnels, ni même tes propres peurs ne changera cela. Les mots qu'elle avait évités, qu'elle avait craint de revendiquer, restèrent suspendus entre eux, rendus plus puissants par la tempête faisant rage autour d'eux, par la destruction de son passé s'effondrant littéralement dans la mer. Je t'aime aussi, finit-elle par chuchoter, cet aveu libérant quelque chose en elle. Que Dieu me vienne en aide, j'ai essayé de ne pas t'aimer. La bouche de Noah trouva la sienne dans un baiser qui défiait les éléments appassionnés, revendicateurs, guérisseurs. Alors que les secouristes et les habitants regardaient dans un silence stupéfait, ils s'agrippèrent l'un à l'autre au milieu de la fureur de la tempête, deux âmes qui avaient enfin cessé de fuir la connexion qui les avait réclamées depuis le début. Alors que la nouvelle se répandait au sujet des révélations de Madame Grayson concernant la maladie cardiaque d'Elias, plusieurs habitants approchèrent Sérafina avec des excuses maladroites et insuffisantes. Nous aurions dû remettre en question ce qu'on nous a dit, admit le propriétaire de l'épicerie qui avait autrefois refusé de la servir. Les mots venaient trop tard pour effacer des années d'ostracisme, mais leur malaise portait sa propre forme de justice. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Noah l'aida à se relever, son bras la soutenant alors qu'il s'éloignait du cottage en ruine et de son poids de souvenirs douloureux. Derrière eux, une autre section de falaise s'effondra dans l'océan agité, effaçant ce qui restait de la prison d'isolement de Sérafina. « Où irons-nous » demanda-t-elle, sa voix petite face au rugissement décroissant de la tempête. Le bras de Noah se resserra autour de sa taille, l'ancrant contre l'incertitude physique et émotionnelle. « À la maison » répondit-il simplement. « Nous rentrons à la maison. » Chapitre 8, Sacrifice de minuit. La tempête poursuivit son assaut sur la côte toute la nuit, forçant Noah et Sérafina à s'abriter dans un motel de bord de route à la périphérie de Cobalt Cove. La chambre miteuse, avec son papier peint délavé et son matelas affaissé, ne pouvait être plus éloignée des demeures élégantes de Noah, pourtant aucun des deux ne remarqua son environnement.
L'expérience de mort imminente au cottage avait dépouillé tout sauf la vérité essentielle entre eux. Je dois quitter Cobalt Cove, admit Serafina alors qu'ils étaient assis sur le bord du lit, une couverture rêche autour de ses épaules. Pas juste temporairement. Définitivement. Noah étudia son visage, encore pâle du choc mais montrant une nouvelle résolution. Le cottage était ton dernier lien ici. C'était ma prison, corrigea-t-elle doucement. Je suis resté parce que partir ressemblait à un abandon. Mais il ne reste rien pour moi dans cette ville, juste des fantômes et des souvenirs cruels. L'éclair illumina brièvement la petite pièce, le tonnerre suivant presque immédiatement. La tempête semblait déterminée à effacer le passé, lavant des années de douleur et d'isolement par sa fureur purificatrice. Quand les routes seront dégagées, promit Noah, nous rentrerons à la maison ensemble. Le matin apporta un soleil à queue et des eaux de crue en décrue. Les bulletins d'information détaillaient la dévastation de la tempête le long de la côte, incluant des images dramatiques de ce qu'il restait du cottage de Serafina, glissant dans la mer. La couverture locale mentionnait son évasion de justesse avec un homme non identifié, évitant toute référence directe à Noah. Alors qu'ils se préparaient à quitter le motel, le gérant frappa à leur porte, l'expression mal à l'aise. « Mademoiselle Oren, il y a quelqu'un pour vous voir. » Dans le hall miteux attendait Mademoiselle S. Grayson, l'infirmière âgée qui avait assisté Elias dans ses dernières heures. Son visage buriné portait à la fois inquiétude et détermination alors qu'elle s'approchait de Serafina. « J'ai entendu parler du cottage, » dit-elle, les mains serrant un porte-document en cuir usé. « Quand ils ont dit que vous aviez failli partir avec, j'ai su que je ne pouvais plus garder le silence. » Serafina se tendit visiblement. « Mademoiselle Grayson, j'apprécie votre sollicitude, mais... » « Ce n'était pas votre faute, » dit la vieille femme, ses mots réduisant au silence ce que Serafina avait prévu de dire. « Sa mort n'était pas votre faute, mon enfant. Elle ne l'a jamais été. » Noah s'approcha, sa main trouvant le creux des reins de Serafina alors qu'elle vacillait légèrement. « Que voulez-vous dire » chuchota Serafina. Mademoiselle Grayson jeta un coup d'œil autour du hall du motel, puis baissa la voix. Elias avait une malformation cardiaque congénitale. Une que sa famille a gardée cachée parce qu'il craignait que cela n'impacte sa carrière médicale. Il n'était pas censé conduire sur de longues distances, vivre des émotions intenses ou s'engager dans une activité intense. Elle ouvrit le porte-document, retirant plusieurs documents médicaux. Je n'étais pas censé garder ça après sa mort, mais quelque chose m'a dit que cela pourrait être nécessaire un jour. Il avait été mis en garde contre la précipitation ou tout effort excessif. La pluie, la route sinueuse, sa détermination à vous rejoindre rapidement. C'était la tempête parfaite de risques contre lesquels il avait été mis en garde à maintes reprises. Serafina fixa les documents, ses doigts traçant les notations médicales officielles et la signature d'Elias reconnaissant les avertissements. Sa famille savait ? Il savait, confirma sombrement Mademoiselle Grayson. Mais c'était plus facile de laisser une jeune femme en deuil devenir le bouc émissaire de la ville plutôt que d'admettre que leur fils était mort parce qu'il avait ignoré un avis médical. Ils ont fait pression sur lui pour garder le secret. Des larmes glissèrent silencieusement sur les joues de Serafina alors que 5 années de culpabilité imméritée commençaient à s'effriter sous le poids de la vérité. Les bras de Noah entourèrent sa taille, la soutenant physiquement alors que la fondation émotionnelle sur laquelle elle avait bâti son isolement changeait irrémédiablement. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant » demanda finalement Serafina. Les yeux de la vieille femme soucirent de compassion. « Parce que je vous ai regardé vous punir pendant des années pendant que cette ville renforçait votre culpabilité. Quand je vous ai vu avec lui, » elle fit un signe de tête vers Noah pour la première fois, « vous sembliez de nouveau vivante. Puis quand le cottage a failli vous emporter, cela a ressemblé à un signe. Certaines vérités ne devraient pas rester enterrées. » Après le départ de Madame Grayson, Serafina resta assise, sonnée, sur le siège passager de la voiture de Noah, les documents médicaux serrés sur ses genoux. Ils conduisirent en silence pendant près d'1 heure avant qu'elle ne parle enfin. « 5 ans, dit-elle doucement. 5 ans à croire que je l'avais tué, à accepter que je méritais la haine de la ville. » Noah tendit le bras par-dessus la console pour lui prendre la main. « Tu as survécu à ce qui aurait brisé la plupart des gens. Cette force fait partie de qui tu es maintenant. » Pas de la force, corrigea-t-elle. Une punition. Je suis resté parce que je croyais que je méritais de souffrir. Et maintenant ? Serafina regarda le littoral défiler par la fenêtre, la même vue à laquelle elle s'était limitée pendant une demi-décennie. Maintenant, je veux vivre. La révélation,
simple mais profonde, s'installa entre eux alors que Noah conduisait vers sa maison côtière. Par un accord tacite, ils contournèrent la ville où se trouvaient son Penthouse et son ancien bureau. Aucun n'était prêt à affronter l'examen public qui les y attendait. Alors qu'ils approchaient des portails de sécurité de la propriété de Noah, un colis les attendait, le fauteuil à bascule de la grand-mère de Séraphina, sauvé du cottage avant la tempête et restauré par le menuisier de la ville. Le mot disait simplement, « Ceci est à sa place avec vous. Je suis désolé que nous ayons oublié ce que signifie une communauté. » La maison semblait inchangée à leur arrivée, et pourtant tout semblait différent. Alors que Noah portait leurs quelques affaires à l'intérieur, Séraphina se déplaçait dans les espaces avec une nouvelle conscience. Ce n'était plus seulement son sanctuaire à lui, cela devenait le leur. La réalisation portait à la fois réconfort et terreur. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs impossibles, ils s'assirent sur la terrasse surplombant l'océan. La tempête avait purifié l'air, laissant une visibilité cristalline et des vagues douces qui démentaient la violence de la veille. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Séraphina, exprimant la question qui planait entre eux depuis leur fuite du cottage. Noah réfléchit avant de répondre. « Professionnellement, j'ai des options. 3 cabinets concurrents m'ont déjà approché. Plusieurs clients privés ont exprimé leur intérêt pour travailler directement avec moi, hors de toute structure corporative. Tu pourrais reconstruire. » « Je vais reconstruire, » corrigea Théil, mais différemment cette fois. « À mes conditions. » Séraphina hésita, puis posa la question qui la préoccupait vraiment. « Et nous ? Que se passe-t-il avec nous maintenant ?» Noah se tourna pour lui faire face pleinement, son expression sérieuse. « Cela dépend entièrement de ce que tu veux, Séraphina. »« Ce que je veux ?» Elle rit doucement, le son portant une incrédulité persistante. « Personne ne m'a demandé ce que je voulais depuis des années. »« Je te le demande, » dit-il, sa main couvrant la sienne sur la table entre eux. « Que veux-tu » La question resta suspendue entre eux, lourde de possible. Séraphina ferma brièvement les yeux, s'autorisant à imaginer un avenir non contraint par la culpabilité et les limites auto-imposées. « Je veux créer à nouveau, » dit-elle enfin. « Pas seulement de la poterie, bien que cela aussi. Je veux construire une vie qui n'est pas définie par la tragédie ou le jugement des autres. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens. « Je veux voir si ce qu'il y a entre nous est assez fort pour résister à ce qui viendra ensuite. » Noah porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser contre sa paume. Je n'ai jamais eu le moindre doute à ce sujet. La semaine suivante apporta des développements inattendus. Une revue d'architecture éminente publia un exposé détaillant comment l'ex-femme de Noah avait manipulé l'opinion publique par des histoires plantées et la divulgation sélective d'informations privées. L'article incluait le témoignage de l'ancien médecin de Noah, confirmant que les dossiers médicaux communiqués aux tabloïds avaient été lourdement édités pour créer un faux récit sur ses problèmes de fertilité. Alors que l'opinion publique commençait à changer, Noah reçut un appel de Théo. Le conseil a voté à l'unanimité pour demander ton retour en tant que PDG, avec des excuses formelles pour leur ultimatum concernant ta vie personnelle, expliqua Théo. Il panique. L'action a chuté de 22% depuis ta démission. 3 architectes seniors ont menacé de partir. Les clients se retirent, non pas à cause de ta relation, mais à cause de la façon dont le cabinet t'a traité. Noah écoutait, impassible, assis à son bureau, tandis que Séraphina travaillait non loin de là, dans son atelier de poterie récemment agrandi. « Et si je refuse, alors je démissionne aussi, » répondit simplement Théo. « J'aurais dû te soutenir dès le début. »« Je suis désolé, Noah. » Après avoir raccroché, Noah trouva Séraphina en train de façonner de l'argile sur son tour, intensément concentrée sur la forme qui émergeait sous ses mains expertes. Sous ses doigts, la terre informe prenait vie, le potentiel surgissant de la matière brute d'une manière qui reflétait sa propre transformation progressive. La regarder créer, voir la paix et la détermination sur son visage, cristallisa la décision qu'il mûrissait depuis leur retour. « Le conseil d'administration veut que je revienne, » dit-il lorsqu'elle leva les yeux, sentant sa présence. Les mains de Séraphina s'immobilisèrent sur l'argile. « Que vas-tu faire » Refuser, dit-il en s'approchant, étudiant l'élégant vase qui prenait forme sous ses doigts. « Je lance mon propre cabinet. Plus petit, plus sélectif. Des projets qui comptent, avec des gens qui partagent mes valeurs. Peux-tu te le permettre financièrement » Noah sourit. « Je n'ai jamais été motivé principalement par l'argent, Séraphina. Tu le sais. » Elle essuya l'argile de ses mains,
l'étudiant d'un air pensif. Et l'opinion publique? Le scandale? Moi? L'opinion publique tourne comme le vent, observa-t-il en l'aidant à se lever. Ce qui compte, c'est de savoir si nous serons toujours debout quand la tempête passera. Et ton ex-femme, les tabloïds? Laisse-les parler, murmura Noah contre ses cheveux. Nous connaissons la vérité. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés, enlacés dans son lit désormais indéniablement le leur, Noah traça des motifs invisibles sur l'épaule nue de Séraphina. La passion entre eux n'avait fait que s'approfondir avec le temps et les épreuves partagées, chaque étreinte étant à la fois familière et une nouvelle découverte. Épouse-moi, chuchota-t-il contre sa peau. Séraphina se tourna dans ses bras pour lui faire face, le clair de lune illuminant son expression sérieuse. Tu veux toujours ça, après tout ce que cela t'a coûté? La main de Noah vint cueillir sa joue. Le seul vrai coup serait de te perdre. Tout le reste est temporaire. Elle l'étudia dans l'obscurité, cherchant le doute ou la réserve dans ses traits, n'en trouvant aucun. Elle posa alors la question qui persistait depuis ce premier matin, lorsqu'elle s'était enfuie dans la salle de bain, paniquée. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Nous nous connaissions à peine. Quand je t'ai demandé en mariage la première fois, ma grand-mère m'avait dit un jour que je reconnaîtrais mon âme sœur instantanément, et que lorsque cela arriverait, le temps deviendrait insignifiant, répondit-il, faisant écho aux mots qu'elle n'avait pas entendus cette première nuit. Je pensais que c'était une absurdité sentimentale jusqu'à ce que je te voie entrer dans ce restaurant. Les yeux de Séraphina brillèrent de larmes retenues, les dernières briques de sa résistance s'effondrant sous le poids de sa certitude. Elle pensa aux dossiers médicaux d'Elias, à l'effondrement de la falaise qui avait emporté son cottage, à Noah risquant tout pour se tenir à ses côtés quand le monde devenait cruel. Peut-être que certaines malédictions étaient en réalité des bénédictions déguisées. Peut-être que certains chemins brisés menaient à des destinations inattendues. Peut-être que ce qui ressemblait à de la malchance était en fait l'univers faisant place à quelque chose de miraculeux. Oui, murmura-t-elle contre ses lèvres, je t'épouserai. Alors que Noah s'emparait de sa bouche avec une faim renouvelée, la bague en diamant qu'il gardait dans le tiroir de sa table de chevet depuis son retour trouva son chemin jusqu'à son doigt, non plus comme un symbole de folie impulsive, mais comme celui d'une certitude durement gagnée. Demain apporterait de nouveaux défis. Les enquêteurs des assurances questionneraient tout. Pourquoi des dessins de valeur n'étaient pas stockés dans un coffre ignifugé alors que les mesures de sécurité appropriées étaient en place? 2 clients s'étaient déjà retirés lorsque Noah n'avait pas pu garantir les délais. Mais ce soir, dans le sanctuaire qu'ils avaient créé ensemble, rien n'existait d'autre que la vérité entre eux, une connexion qui avait survécu au jugement, à la séparation et à l'effondrement de vie construite, pour émerger plus forte et plus certaine que jamais. Chapitre 9. L'épreuve du feu. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement, grâce à un photographe qui avait capturé le moment où Noah et Séraphina quittaient une bijouterie haut de gamme, où ils avaient choisi une délicate alliance en saphir pour accompagner le diamant de sa grand-mère. L'image, son sourire radieux, son bras protecteur autour de sa taille, les bagues scintillantes accrochant la lumière du soleil apparut sur les réseaux sociaux en quelques heures, déclenchant une nouvelle vague d'intérêt public. Contrairement aux couvertures précédentes, le ton avait subtilement changé. Un architecte reconstruit sa vie après le scandale, titrait un journal. Des amants maudits défient le destin, déclarait un autre. Bien qu'encore sensationnalistes, les articles ne dépeignaient plus leur relation comme quelque chose de honteux ou de dangereux. Le récit se transformait. Leur histoire d'amour devenait celle de la persévérance plutôt que de la controverse. Ce que les médias ne pouvaient pas capturer, c'était la joie tranquille qui s'épanouissait entre eux alors qu'ils planifiaient à la fois leur mariage et leur avenir commun. Noah avait acheté un espace de bureau dans un entrepôt converti surplombant le port, où il établissait son cabinet indépendant avec 3 architectes talentueux qui avaient démissionné de son ancienne entreprise pour le rejoindre. Séraphina avait commencé à exposer ses poteries dans une galerie prestigieuse, dont le propriétaire reconnaissait la profondeur émotionnelle de son travail, des pièces qui racontaient des histoires de brisures transformées en beauté. Vos pièces racontent des histoires de résilience, observa le galeriste lors du vernissage, en étudiant un vase bleu cobalt dont les lignes de fracture étaient comblées d'or. Il y a quelque chose de triomphant dans votre façon de traiter l'imperfection. Séraphina jeta un coup d'œil à travers la galerie bondée vers l'endroit où se tenait Noah, discutant avec des clients potentiels, sa main effleurant occasionnellement le bas de son dos comme pour s'assurer de sa présence. Je crée à partir de l'expérience, répondit-elle simplement. L'exposition s'avéra un succès inattendu. Les critiques d'art louèrent la résonance émotionnelle authentique dans l'œuvre de Séraphina,
et plusieurs pièces furent vendues dès le soir de l'ouverture. Pour la première fois depuis des années, elle faisait l'expérience de la reconnaissance publique pour son talent plutôt que du jugement chuchoté pour son passé. La transformation la laissa à la fois exaltée et légèrement désorientée, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. « Qu'est-ce que ça fait » demanda Noah alors qu'il rentrait de la galerie, le clair de lune argentant la route côtière. « D'être célébré plutôt que crainte » Sérafina considéra la question avec soin. « C'est inconnu, admit-elle, mais de la meilleure façon possible. Comme marcher au soleil après des années dans l'ombre. » La main de Noah trouva la sienne sur la console, son pouce traçant le contour de ses bagues de fiançailles. « Tu mérites chaque instant de tout ceci, Sérafina. Ton talent, ton succès, ton bonheur. » 3 semaines après leur fiançailles, Noah reçut une visite inattendue à son nouveau bureau. Son ex-femme arriva à l'improviste, son apparence habituellement soignée légèrement effilochée sur les bords tailleurs de créateur impeccable, mais des yeux trahissant des nuits sans sommeil. « Tu m'as détruite » déclara-t-elle sans préambule, fermant la porte de son bureau derrière elle avec une précision contrôlée. « Es-tu satisfait maintenant » Noah s'adossa dans son fauteuil, l'étudiant avec une curiosité détachée. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Ne joue pas à l'innocent, dit-elle en faisant les 100 pas devant son bureau comme un animal en cage. C'est exposé dans la revue d'architecture, les dossiers médicaux prouvant que j'ai manipulé l'information. Mon entreprise me lâche comme cliente. Mon fiancé a repoussé notre mariage. Même mon père remet en question mon jugement. Les actes ont des conséquences, observa Noah calmement. Une chose que tu n'as jamais semblé saisir pendant notre mariage. Elle ne te rendra pas heureux, siffla Vanessa, le désespoir tintant sa voix. Cette femme maudite, elle te détruira tôt ou tard, tout comme elle a détruit son fiancé. Noah se leva lentement, son expression se durcissant. Tu ne sais rien de Sérafina, rien de ce que nous avons construit ensemble. Et tu ne le sauras jamais, parce que tu es incapable de comprendre un amour qui n'est pas transactionnel. L'amour ? Elle rit amèrement. C'est comme ça que tu appelles ça ? Tu la connais à peine. Je la connais complètement, contra Noah, tout comme elle me connaît. C'est ce qui te terrifie que j'ai trouvé quelque chose de réel, alors que tu es toujours en train d'échanger statut et apparence contre de l'affection. Pendant un instant, la vulnérabilité fissura sa façade parfaite. Tu m'as remplacé si facilement, chuchota-t-elle, la haine se mêlant à quelque chose ressemblant à de la douleur dans son expression. Alors que je ne peux pas échapper à ton ombre. L'honnêteté brute de son aveu prit Noah au dépourvu. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se redressa, son calme revenant comme un masque que l'on remet en place. Vous le regretterez, dit-elle. Tous les deux. Après son départ, Noah écarta la rencontre comme une autre tentative désespérée de le déstabiliser. Il le mentionna à Sérafina ce soir-là, plus comme une anecdote que comme un avertissement, tous deux habitués aux tendances dramatiques de Vanessa. Devrions-nous nous inquiéter, demanda Sérafina alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, un rythme domestique qu'ils avaient établi ces dernières semaines. Noah déposa un baiser sur sa tempe en passant derrière elle pour prendre des verres à vin. Elle a toujours été plus dans les paroles que dans les actes. C'est juste son orgueil qui parle. 3 jours plus tard, ils assistèrent à un gala de charité soutenant la conservation des océans, la première apparition publique majeure de Noah depuis l'établissement de son nouveau cabinet. L'événement représentait une opportunité stratégique de renouer avec des clients potentiels et de démontrer sa résilience professionnelle. Sérafina portait une robe couleur des profondeurs océaniques, d'un bleu nuit, dont la soie fluide accrochait la lumière à chaque mouvement. Ses seuls bijoux étaient ses bagues de fiançailles et de simples boucles d'oreilles en diamant que Noah lui avait offertes ce matin-là. Pour assortir aux étoiles dans tes yeux, avait-il dit, sa précision architecturale typique momentanément remplacée par un romantisme éhonté. Alors qu'il circulait dans la salle de bal bondée, Sérafina nota le changement subtil dans la façon dont les gens les accueillaient, la curiosité remplaçant le jugement, l'intérêt supplantant le dédain. Plusieurs anciens clients de Noah s'approchèrent pour discuter de projets potentiels, tandis que des amateurs d'art reconnaissaient Sérafina depuis le vernissage de sa galerie. « Monsieur Calder !» appela un gentleman âgé et distingué s'approchant la main tendue. « Malcolm Sterling. J'admire vos conceptions portuaires depuis des années. » Noah serra la main offerte, son charme professionnel engagé. « Merci, monsieur Sterling. Le projet du port reste cher à mon cœur malgré son statut actuel. Peut-être pourrions-nous discuter de sa relance, suggéra Sterling, sous votre nouveau cabinet.
sans certaines complications politiques. Ma fondation recherche des opportunités de développement côtier durable. Alors que Noah et Sterling plongeaient dans les possibilités architecturales, Serafina s'excusa pour se rendre aux toilettes. La soirée se déroulait mieux que ce qu'ils avaient anticipé, avec plusieurs connexions prometteuses déjà établies. Peut-être que le pire du jugement public était vraiment derrière eux. Elle venait de finir de retoucher son rouge à lèvres lorsque la porte des toilettes s'ouvrit pour révéler Vanessa, élégante dans une soie cramoisie qui s'accordait à la lueur dangereuse dans ses yeux. Les deux femmes se regardèrent dans le reflet du miroir, aucune ne parlant immédiatement. « Félicitations », offrit finalement Vanessa, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tu as accompli ce qu'une douzaine de mondaines ont échoué à faire, domestiquer Noah Calder. » Serafina se tourna lentement pour lui faire face directement. « Y a-t-il quelque chose de précis que tu veux? Ou es-tu juste venu pour faire étalage de ton amertume? » « Oh, je ne suis pas amère », vint la réponse soyeuse. « Je suis fasciné. Quels talents spéciaux possèdes-tu pour l'avoir captivé si complètement? Quel pouvoir mystérieux l'infâme femme maudite détient-elle? » « Le pouvoir de le voir comme une personne plutôt que comme une possession, » répondit Serafina d'un ton égal. « De l'aimer pour qui il est plutôt que pour ce qu'il représente. » La main parfaitement manucurée de Vanessa se referma sur le poignet de Serafina, ses doigts s'enfonçant dans la chair avec une force surprenante. « Il était à moi en premier. Tout ce qu'il a construit, il l'a construit avec moi à ses côtés. Tu profites juste des fruits de mon investissement. » Serafina dégagea son poignet délibérément, refusant de montrer la douleur malgré les marques qui fleurissaient sur sa peau. Noah n'est pas un portefeuille d'action. C'est un être humain qui mérite l'amour sans condition ni attente. Comme c'est poétique, ricana Vanessa. Mais nous savons toutes les deux que ce conte de fées ne durera pas. Ta malédiction te rattrapera. Elle le fait toujours. Et quand Noah verra enfin ce que tout le monde voit, tu perdras tout. Juste comme avant. Serafina passa devant elle vers la porte, déterminée à mettre fin à cette rencontre inconfortable. Je suis désolé pour la douleur, quelle qu'elle soit, qui t'a poussé à devenir cette personne. Je le suis vraiment. Cette compassion inattendue sembla enrager Vanessa plus que n'importe quelle insulte. Alors que Serafina tendait la main vers la poignée de la porte, elle sentit des mains la pousser violemment par derrière. Elle trébucha, se rattrapant contre le mur, le choc remplaçant son calme. « Reste loin de lui », siffla Vanessa, sa façade soigneusement maintenue se brisant complètement. « Ou je te promets que tu le regretteras. » Lorsque Serafina retourna au gala, elle ne dit rien de la confrontation, ne voulant pas perturber cette soirée réussie. Noah était en grande conversation avec Malcolm Sterling et deux autres investisseurs potentiels au sujet de la relance du projet du port. L'excitation dans ses yeux, la passion avec laquelle il décrivait les éléments durables de la conception. Cela valait la peine d'être protégé de la laideur de sa relation passée. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à se coucher dans leur maison côtière, Noah remarqua les ecchymoses se formant sur le poignet de Serafina. Son expression s'assombrit alors qu'elle racontait à contre-cœur la confrontation dans la salle de bain. « C'est inacceptable, dit-il, la voix serrée par une colère contenue. Je devrais appeler la sécurité. Porteur plainte. Pourquoi? Des mots durs et une bousculade? Serafina secoua la tête. Elle s'emporte parce qu'elle a perdu le contrôle sur toi, sur le récit, sur son image soigneusement construite. Noah traça doucement les marques sur sa peau, son toucher léger comme une plume. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de mes erreurs passées. Je suis plus forte que j'en ai l'air, lui rappela Serafina, couvrant sa main de la sienne. Nous le sommes tous les deux. Le matin suivant apporta des nouvelles inattendues. Malcolm Sterling avait officiellement commandé au cabinet de Noah la refonte du projet du port avec un financement complet et des éléments environnementaux élargis. Plus surprenant encore, deux magazines d'architecture prestigieux demandèrent des interviews axées sur le nouveau cabinet innovant de Noah plutôt que sur la controverse personnelle. Les choses tournent, observa Noah alors qu'il partageait le petit déjeuner sur la terrasse, les brises océaniques emportant la tension persistante de la rencontre de la veille. Finalement, cet après-midi-là, pendant que Noah rencontrait son équipe grandissante au sujet de la commission du port, Serafina travaillait dans son atelier de poterie, se perdant dans le rythme thérapeutique du tour. Le bruit inattendu de pneus sur le gravier la tira de sa concentration créative. À travers les fenêtres de l'atelier, elle repéra une voiture inconnue s'approchant de la maison élégante, chère, et roulant trop vite pour l'aller sinueuse. Elle reconnut immédiatement la conductrice, Vanessa,
l'expression figée par une détermination qui envoya des signaux d'alarme à travers le corps de Serafina. Essuyant l'argile de ses mains, elle sortit juste au moment où la voiture s'arrêtait dans un crissement. « Tu dois partir », lança fermement Serafina, se positionnant entre la visiteuse indésirable et la maison. « Noah n'est pas là, et tu es sur une propriété privée. » Vanessa émergea de sa voiture, quelque chose serré dans sa main droite que Serafina ne put identifier immédiatement. « J'ai essayé de vous avertir tous les deux. J'ai essayé d'être raisonnable, mais aucun de vous n'a voulu écouter. Quel que soit le problème que tu as avec Noah ou moi, ce n'est pas la façon de le résoudre, » répondit Serafina, gardant sa voix calme malgré l'appréhension grandissante. « S'il te plaît, pars avant que cela ne dégénère davantage. » « Cela a déjà dégénéré, » fut la réponse glaçante. « Il a détruit tout ce que j'ai construit. Maintenant, je vais lui rendre l'appareil. » Trop tard. Serafina reconnut l'objet dans la main de Vanessa, un petit bidon d'essence, à l'objectif terrifiant. Elle se dirigea à grands pas vers l'atelier de bois détaché où Noah gardait ses maquettes architecturales et ses dessins originaux, y compris tous les plans pour le projet portuaire nouvellement commandé. « Arrête !» Serafina bougea pour l'intercepter, mais Vanessa fut plus rapide, aspergeant le liquide sur l'extérieur en bois de l'atelier. L'odeur âcre de l'essence remplit l'air alors qu'elle sortait un briquet de sa poche. « Vous êtes tous les deux maudits maintenant, » dit-elle avec un calme étrange, la flamme s'allumant d'un coup de pouce. Ce qui suivit se déroula avec une clarté cauchemardesque. La flamme toucha le bois imbibé d'essence, s'enflammant instantanément. Le feu courut le long de l'extérieur de l'atelier avec une vitesse anormale, la fumée s'élevant vers le ciel. Serafina saisit un tuyau d'arrosage, sachant même en le faisant qu'il serait inadéquat contre les flammes se propageant rapidement. Vanessa regarda avec une fascination détachée pendant plusieurs secondes avant que la réalité de ses actions ne semblât pénétrer son esprit. Son expression passa de la satisfaction à l'horreur alors que le feu grandissait au-delà de toute attente, les braises portées par les brises océaniques vers la maison principale. « Je ne voulais pas », commença-t-elle, reculant vers sa voiture. « Je voulais seulement détruire son travail. »« Pas. Appelle le 911. » cria Serafina, composant déjà le numéro de Noah tout en continuant ses efforts futiles avec le tuyau d'arrosage. L'atelier était au-delà de tout sauvetage, les flammes traversant maintenant son toit, la chaleur s'intensifiant à des niveaux insupportables. Au moment où Noah arriva, le feu s'était propagé à une section de la maison principale, malgré les tentatives désespérées de Serafina pour le contenir. Les sirènes des pompiers hurlaient au loin alors qu'ils la tiraient loin du danger, le visage cendré de peur non pas pour la propriété, mais pour elle. « Es-tu blessé ?» Ses mains la vérifiaient frénétiquement à la recherche de blessures, ne trouvant que des vêtements tachés de fumée et de l'épuisement. « Je vais bien, » l'assura-t-elle, toussant légèrement à cause de l'inhalation de fumée, « mais ton atelier. Toutes tes conceptions. Elles n'ont pas d'importance, » dit-il, ses bras l'encerclant avec une protection féroce. Rien dans ce bâtiment ne compte comparé à toi. Les pompiers combattirent le brasier pendant des heures, finissant par le contenir après que l'atelier eut été complètement détruit et une partie de la maison principale sévèrement endommagée. À travers tout cela, Noah et Serafina restèrent ensemble, regardant à distance de sécurité tandis que Vanessa était interrogée par la police, puis placée dans une voiture de patrouille. Elle fera face à de graves accusations, les informa un officier. Incendie criminel, violation de propriété, tentative d'agression au minimum. Noah hocha la tête, engourdi, son bras ne quittant jamais la taille de Serafina. Nous coopérons pleinement à l'enquête. Lorsque les autorités leur permirent enfin d'évaluer les dégâts, l'impact total devint clair. L'atelier était une perte totale, tous les dessins originaux pour le projet du port, des années de maquettes architecturales et les conceptions privées de Noah réduits en cendres. La maison principale avait subi des dégâts de fumée et d'eau dans toute une aile, y compris leur chambre. Noah passa 17 heures d'affilée à recréer de mémoire les éléments cruciaux de la conception du port, ses mains crispées, les yeux injectés de sang. Nous ne récupérons jamais tout, admit la Serafina. Certains détails, certaines inspirations sont simplement partis. 2 clients se retirèrent lorsque les délais ne purent être garantis. Le projet du port ne continua que parce que Sterling insista sur le fait que la vision de Noah était irremplaçable, accordant une extension de 3 mois qui signifiait que Noah travaillerait même pendant leur lune de miel. Debout au milieu de la destruction, Serafina sentit un poids terrible s'installer dans sa poitrine. Une fois de plus, sa présence dans la vie de quelqu'un avait apporté le désastre.
La malédiction qui l'avait suivi pendant des années semblait avoir frappé à nouveau, plus destructivement que jamais. « Je suis tellement désolé », chuchota TL, la voix brisée. « C'est arrivé à cause de moi. »« C'est arrivé à cause de nous », dit Noah en se tournant vers elle, la surprise remplaçant le constat sombre sur son visage. « C'est arrivé parce que quelqu'un a fait des choix terribles, Sérafina. Pas à cause de toi, pas à cause d'une quelconque malédiction. Ton travail, ta maison peuvent être reconstruits, dit-il, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. Je suis architecte, tu te souviens? Créer à partir de la destruction, c'est ce que je fais. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Alors que la fumée flottait encore dans l'air autour d'eux, Noah la tira dans ses bras, son rythme cardiaque régulier contre sa joue. Ce n'est pas la preuve d'une malédiction, Sérafina, c'est la preuve d'un accent grave quel point quelqu'un peut aller lorsqu'il est consumé par l'amertume et la jalousie. Notre amour l'a menacé parce qu'il est réel. Assez puissant pour résister même à cela. Cette nuit-là, ils restèrent dans un hôtel voisin, tous deux physiquement et émotionnellement épuisés. Alors que le clair de lune filtrait à travers des rideaux inconnus, Noah tint Sérafina contre lui, ses lèvres effleurant sa tempe. « Quand j'ai pensé que tu pourrais être blessé, » confessa-t-il calmement, rien d'autre ne comptait. Ni la maison, ni les dessins, ni même le projet du port. Juste toi. Sérafina se souleva sur un coude pour le regarder dans les yeux, n'y trouvant rien d'autre qu'une certitude absolue. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire pleinement que ce qu'ils partageaient n'était pas maudit, mais béni assez fort pour émerger d'un feu littéral, renforcé plutôt que détruit par l'adversité. « Je t'aime », chuchota TL, les mots portant le poids d'une reddition complète à l'espoir, à l'avenir, au lien entre qui avait défié chaque tentative de le briser. La réponse de Noah ne vint pas en mots mais en caresses, sa bouche trouvant la sienne avec une passion douce qui s'intensifia progressivement, guérissant le traumatisme de la journée par une connexion physique qui transcendait le simple désir. Leur amour cette nuit-là portait une nouvelle profondeur tendre mais féroce. Chaque toucher une promesse, chaque baiser un vœu que quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Le matin les trouva enlacés, la lumière du soleil révélant la certitude paisible sur le visage endormi de Sérafina. Noah la regarda pendant plusieurs instants, mémorisant les changements subtils qu'il avait transformés depuis cette première nuit au restaurant, comment la peur avait cédé la place à la confiance, l'isolement à la connexion, la résignation à un but. Quand elle remua enfin, ses premiers mots le surprirent. « Je veux concevoir notre nouvelle maison avec toi, » dit-elle, les yeux encore fermés. « Un endroit qui soit vraiment le nôtre. » Depuis les fondations, le cœur de Noah s'emplit d'une émotion trop complexe pour être nommée simplement. « J'aimerais ça, » répondit-il doucement. Beaucoup. Alors qu'il s'habillait pour faire face aux dégâts à la lumière du jour, le téléphone de Sérafina sonna avec des nouvelles inattendues. La galerie avait vendu chaque pièce de son exposition, avec des collectionneurs demandant des commandes pour d'autres. Simultanément, Noah reçut un message de Malcolm Sterling indiquant que, malgré la perte des dessins originaux, le projet du port se poursuivrait avec un financement accru et une portée élargie. Une lettre d'excuse de Vanessa, mandatée par le tribunal, arriva le même jour, pas tout à fait des excuses, mais une reconnaissance des actions entreprises lors d'une détresse émotionnelle. Noah la plaça dans son bureau sans la mentionner à Sérafina. Certains chapitres avaient besoin d'être clos, pas partagés. Parfois, observa Noah alors qu'ils se tenaient main dans la main devant la maison endommagée qu'ils allaient bientôt reconstruire ensemble, ce qui ressemble à une fin est en fait un commencement. Sérafina serra sa main, les bagues de fiançailles captant la lumière du matin. Et parfois, ajouta-t-elle doucement, ce que les gens appellent une malédiction s'avère être la plus grande bénédiction de toutes. Chapitre 10. Flamme éternelle. Le clair de lune baignait la terrasse de leur villa louée en bord de mer, projetant des motifs argentés sur la peau de Sérafina alors qu'elle se tenait à la balustrade. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'incendie qui avait détruit l'atelier de Noah et endommagé leur maison côtière. Le règlement de l'assurance était arrivé la semaine dernière, mais plus important encore, les plans de leur nouvelle maison conçus ensemble lors de sessions nocturnes reposaient désormais sur le bureau de l'architecte au centre-ville. Noah l'observait depuis l'embrasure de la porte, fasciné par sa silhouette contre l'océan de minuit. Leur arrangement de vie temporaire n'avait pas atténué l'intensité de ce qui brûlait entre eux. Si tant est que partager cet espace plus petit n'eût fait qu'approfondir leur connexion, forçant une intimité qu'aucun des deux n'échangerait pour tous les mètres carrés du monde. « Tu me fixes, » dit-elle sans se retourner, un sourire dans la voix. « Je n'y peux rien, » répondit-il en traversant la pièce vers elle,
glissant ses bras autour de sa taille par derrière. Ses lèvres trouvèrent l'endroit sensible où son cou rejoignait son épaule, et elle se pencha contre lui avec un soupir de contentement. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Leur journée avait été consumée par la reconstruction, Noah recréant les conceptions du port de mémoire, Sérafina remplaçant sa poterie détruite dans son atelier. Mais leur nuit. Leur nuit n'appartenait qu'à eux, un temps sculpté où ni malédiction ni jugement ne pouvaient les atteindre. « J'ai reçu une autre commande aujourd'hui, » lui dit-elle, couvrant ses mains des siennes. Le galeriste dit qu'il y a une liste d'attente maintenant. « Je ne suis pas surpris, » murmura Noah contre sa peau. « Ton travail parle aux gens, il leur montre que la beauté peut naître de la brisure. » Sérafina se tourna dans ses bras, le clair de lune illuminant son visage si différent de la femme gardée qu'il avait rencontrée à l'horizon. La peur avait été remplacée par la certitude, l'isolement par la connexion, la résignation par un but. La transformation lui coupait le souffle chaque fois qu'il en était témoin. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle, plongeant la main dans la poche de sa robe. Elle sortit une petite bourse en velours. « C'était censé attendre notre mariage, mais je pense que maintenant est mieux. » Les sourcils de Noah se levèrent de surprise alors qu'elle pressait la bourse dans sa paume. À l'intérieur, il trouva une simple alliance en platine, sa surface gravée d'un motif de vague continue. « Je l'ai dessinée, » expliqua-t-elle, une pointe de nervosité dans la voix. La vague sans fin représente comment nous nous sommes trouvés à travers des mers agitées, comment nous traverserons n'importe quelle tempête ensemble. L'émotion serra la gorge de Noah alors qu'il glissait l'anneau à son doigt. « C'est parfait, » parvint-il à dire, la voix rauque d'émotion. « Tout comme toi. »« Pas parfaite, » corrigea-t-elle, traçant la courbe de sa mâchoire. « Juste parfaitement assortie à toi. Tous mes morceaux brisés s'ajustent au tien. » Son baiser commença doucement, mais s'enflamma rapidement en quelque chose de plus exigeant. Sérafina répondit avec une faim égale, son corps s'arquant contre le sien avec une familiarité exercée, portant pourtant encore la découverte électrique de leur première rencontre. Noah la souleva sans effort, ses jambes s'enroulant autour de sa taille alors qu'il la portait à l'intérieur vers leur chambre. Dans l'obscurité bleue argentée, ils se redécouvrirent avec une urgence révérencieuse. Les mains et la bouche de Noah cartographiaient son corps comme s'il mémorisait un territoire, à la fois familier et nouvellement fascinant. Sérafina égalait sa passion, son toucher ne contenant aucune des hésitations qui la définissaient autrefois, seulement un désir confiant et de la tendresse. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça, » chuchota-t-elle contre sa peau alors qu'ils bougeaient ensemble. Cette certitude. Cette liberté. Les yeux de Noah captèrent les siens alors que le plaisir montait entre eux. « Tu en mérites chaque instant, » lui dit-il, la voix épaisse d'émotion et de désir. Chaque instant de joie, chaque instant de paix. Leur libération vint comme une vague s'écrasant contre le rivage puissante, inévitable, transformatrice. Alors qu'ils étaient étendus, enchevêtrés dans l'apaisement, les battements de cœur ralentissant progressivement, Sérafina traça des motifs paresseux sur la poitrine de Noah. « Le médecin a appelé aujourd'hui, » dit-elle doucement, un sourire dans la voix malgré sa tentative de désinvolture. Le corps de Noah se tendit légèrement sous son toucher. Ils avaient vu le spécialiste la semaine dernière, après que Sérafina eut montré des symptômes qu'ils avaient tous deux initialement attribués au stress de l'incendie et de la reconstruction. « Et » demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre malgré l'espoir montant dans sa poitrine. Elle se souleva sur un coude pour le regarder dans les yeux, le clair de lune illuminant la joie qu'elle ne pouvait plus contenir. Il semble que ces rapports médicaux que Vanessa a fait circuler étaient aussi fictifs que sa version de ton caractère. Noah la fixa, la compréhension se faisant lentement jour. « Tu veux dire ? » « Je suis enceinte, » confirma-t-elle, son sourire éclatant enfin. « Des jumeaux, en fait. Le médecin a dit que c'est rare, mais pas inouï pour une première grossesse. » Sa réaction ne vint pas en mots mais en mouvement, la rassemblant contre lui avec une férocité si tendre qu'elle en eut le souffle coupé. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui transmettait ce que le langage ne pouvait pas. Quand ils se séparèrent enfin, des larmes brillaient dans leurs deux regards. « Je pensais, » commença-t-il, la voix instable. « Je sais, » chuchota-t-elle, touchant son visage. Une autre malédiction brisée. Noah posa sa main avec révérence sur son abdomen encore plat, l'émerveillement remplaçant l'assurance familière sur son visage. « Nos enfants, » dit-il doucement, testant les mots qui semblaient autrefois impossibles. « Notre avenir, » approuva-t-elle, couvrant sa main de la sienne. Ils firent l'amour à nouveau, plus doucement cette fois,
mais avec non moins de passion, chaque toucher portant la conscience de la nouvelle vie grandissant entre eux, preuve physique de ce qu'ils avaient tous deux fini par croire, que ce que les autres appelaient une malédiction était en fait béni depuis le début. L'aube les trouva sur la terrasse une fois de plus, enveloppés dans un seul drap contre la fraîcheur matinale, regardant la première lumière peindre l'horizon dans des nuances de possibilités or, rose et bleu infinies. Noah tenait Séraphina contre sa poitrine, le diamant de sa grand-mère et la nouvelle alliance en saphir accrochant la lumière précoce sur son doigt. « Nous devrions fixer une date, murmura-t-il contre ses cheveux. Pour le mariage. Séraphina se tourna dans ses bras, la lumière du matin illuminant son sourire non plus gardé, non plus craintif, mais rayonnant de certitude. « Que dis-tu du mois prochain? Avant que cela ne commence à se voir ?» Les mains de Noah encadrèrent son visage avec une tendresse infinie. « Je veux que le monde voie, lui dit-il. Qu'il soit témoin de ce que nous avons construit à partir des cendres, du jugement et des morceaux brisés. » Leur baiser s'approfondit dans la lumière du soleil qui se renforçait, la passion se rallumant avec une aisance familière alors qu'ils retournaient vers la chambre, les dessins de l'architecte oubliés sur la table à côté d'eux. Séraphina sentit les derniers vestiges de sa prison auto-imposée s'effriter, remplacés par la fondation de quelque chose d'infiniment plus fort. « Je t'aime » chuchota-t-elle contre ses lèvres. Au-delà de la raison, au-delà de la peur, au-delà de toute malédiction. La réponse de Noah vint à la fois en mots et en toucher, ses mains et sa bouche écrivant des promesses contre sa peau qui transcendaient le langage. Alors qu'ils retombaient dans le lit, la lumière et l'ombre jouant sur leur corps entrelacés, deux âmes qui s'étaient reconnues à travers l'obscurité bondée s'abandonnèrent à la certitude que ce qu'ils avaient trouvé était le trésor le plus rare de tous, un amour assez puissant pour guérir chaque blessure, transformer chaque cicatrice, et illuminer même la nuit la plus sombre de sa flamme éternelle.